Bonjour à tous, je suis Patrick Artus, je suis économiste de Natixis et j'enseigne à l'École d'économie de Paris. Et je vais avoir le plaisir de modérer aujourd'hui cette conférence qui s'appelle Vers un grand conflit intergénérationnel. Point d'interrogation. Le point d'interrogation est important parce que un certain nombre des participants à cette conférence ne pensent pas qu'il y aura un grand conflit entre les générations. Alors pourtant, on a beaucoup parlé dans cette crise des grandes difficultés des jeunes qui sont réelles. On a beaucoup dit aussi que le niveau de vie des retraités était aujourd'hui extrêmement élevé. C'était les retraités qui avaient eu des carrières complètes, ascendantes, qui aujourd'hui étaient en début de retraite avec des niveaux de vie élevés. Donc on a l'impression qu'un certain nombre des composantes de ce qui pourrait fabriquer un conflit intergénérationnel sont présentes, mais on verra que la situation, quand on la regarde de façon précise, est plus complexe nettement que celle-là. Donc nous sommes 5 ce matin pour traiter cette question de la relation, disons jeune-vieux, pour reprendre le vocabulaire un peu cru des modèles intergénérationnels. Et dans l'ordre de présentation, nous avons 1h30 jusqu'à 12h30. Anne Lavigne. Anne Lavigne est la responsable des études au Conseil d'orientation des retraites et elle est chercheuse à Ecomix. Ensuite, nous avons Didier Blanchet. Didier Blanchet est le directeur des études et des synthèses économiques à l'INSEE. Puis Hippolyte Dalbis, qui est directeur de recherche au CNRS. Puis Alain Denisot, qui est un dirigeant de CERA, de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et je finirai. Anne veut plutôt s'intéresser à la question des retraités et en fait au problème non seulement intergénérationnel mais intragénérationnel des retraités. Didier aussi va plutôt commencer à regarder la question des retraités avant de généraliser à cette question des rapports de génération. Hippolyte n'a pas voulu en dire plus, mais il défendra la thèse sur laquelle il n'y a aucun danger de conflit intergénérationnel. Et puis on basculera avec Alain Denisot et moi sur des questions un peu plus patrimoniales, puisqu'on parlera de patrimoine, de capacité d'accession à l'immobilier, de prix de l'immobilier. Voilà. Donc on va commencer plutôt par des questions directement un peu retraite, pour finir sur une question de ce qui sera plus centré sur les inégalités patrimoniales. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à Anne Lavigne, qui va aussi, en même temps que sa présentation, vous présenter un certain nombre de graphiques pour illustrer son propos. Anne, la parole est à toi. Alors, bonjour à tous. Merci. Donc je m'exprime en tant qu'universitaire, chercheur associé à Economics, et ce que je vais dire n'engage évidemment pas le Conseil d'orientation des retraites. Je pense, Patrick, quand tu nous avais sollicité pour cette conférence, c'était bien avant la crise Covid. Oui. Donc, je vais me replacer dans ce contexte-là. Et essentiellement, mon propos portera sur les éventuels conflits dans le financement des retraites, avec un petit rappel un peu méthodologique pour bien savoir de quoi on parle, si on parle vraiment d'un conflit entre générations, ou si finalement les questions, c'est des questions de partage entre des gens qui appartiennent à des générations différentes, mais qui ont et aussi des âges différents. Donc, essentiellement, mon propos sera centré sur l'évolution des niveaux de vie au fil des générations, à la fois à des âges différents et pour des générations différentes. Et puis, je parlerai aussi d'un point important qui est les opinions vis-à-vis de la retraite, parce qu'on va voir que finalement, la vulgate qu'on peut en avoir, qui consiste à dire que les jeunes en ont marre de financer les retraites des vieux, pour le dire un peu crûment, finalement, on ne retrouve pas ça dans les données de sondage d'opinion. Et puis, pour la discussion, je laisserai éventuellement les questions d'accumulation et de détention de patrimoine de côté pour la discussion. Et là, je vais vraiment me concentrer plus sur les questions de niveau de vie. Alors, quelques éléments de méthode pour comparer les niveaux de vie entre générations. On peut avoir une approche transversale, par exemple, qui va consister à comparer le niveau de vie des générations à une même date. Par exemple, on va se placer en 2015 et puis on va regarder quel est le niveau de vie de la génération qui est née en 45 et qui a eu 70 ans en 2015 par rapport à celle
qui est né en 75 et qui, en 2015, a 40 ans. Donc là, on se place une date donnée et puis on compare des générations qui ont des âges différents à cette date. Et puis, on peut avoir une autre approche, qui est une approche qu'on appelle longitudinale, où on va comparer le niveau de vie des générations au même âge, mais à des dates différentes. Par exemple, à 40 ans, quel est le niveau de vie de la génération qui est née en 45, et donc qui a 40 ans en 1985, par rapport à celle qui est née en 75 et qui a 40 ans en 2015. Alors, si on a l'approche transversale, on se place ici en 2015. Donc, sur ce graphique, sur l'axe horizontal, vous avez les différents âges de la vie. Donc, des gens qui ont 25 ans en 2015 jusqu'aux gens qui ont 80 ans en 2015. Et puis, en ordonnée, vous avez le niveau de vie moyen qui est exprimé en euros par mois. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la génération 75, qui a à peu près 40 ans en 2015, si on la compare à la génération 45 qui, elle a 70 ans en 2015, eh bien, on voit qu'il y a un écart d'environ, on est à peu près 1 900 € par mois pour la génération 75, on est à peu près à 2 200 € pour la génération 45. Et donc, on voit que les vieux, en gros, ceux qui ont 70 ans, ils ont un niveau de vie moyen qui est supérieur aux jeunes qui ont 40 ans en 75. Donc ça, c'est l'approche transversale. Après, on peut avoir une comparaison longitudinale, et là, on va se placer à 2 dates différentes. En 85, c'est la courbe orange. En 2015, c'est la courbe bleue. Et qu'est-ce qu'on compare? Eh bien, on compare les cadras de la génération 75 aux cadras de la génération 45. Les cadras de la génération 45, ils ont un niveau de vie de environ 1 600 €. Les cadras de la génération 75, ils ont un niveau de vie environ de 1 900 €. Et donc, on voit que les cadras de la génération 75, ils ont un niveau de vie supérieur aux cadras de la génération 45. Alors après, on peut cumuler les deux et voir qu'on a à la fois un écart transversal et un écart longitudinal. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'ampleur relative de l'écart transversal par rapport à l'écart longitudinal? Et ce qu'on va voir, c'est que l'ampleur relative de cet écart transversal par rapport à l'écart longitudinal, il va dépendre de la déformation du profil de niveau de vie selon l'âge. Alors en gros, on peut se dire, imaginons que le profil par âge, il demeure à peu près constant pour toutes les générations, cette espèce de forme de courbe en cloche avec une pente assez forte jusqu'à peu près l'âge de départ à la retraite, et puis ensuite une légère décroissance une fois qu'on a passé la retraite. Si ce profil par âge demeure constant, eh bien en fait, il n'y a pas a priori de problème d'inégalité entre les générations. Les jeunes sont relativement pauvres, en tout cas ont un niveau de vie relativement modeste par rapport aux vieux, mais de génération en génération, tout le monde, quel que soit son âge, va avoir une progression de son niveau de vie. En revanche, si le profil par âge se déforme, à ce moment-là, eh bien, il peut se produire qu'il y aura des inégalités entre les générations. Par exemple, sur le graphique de gauche, on a pour une génération à une date donnée, ici, on a un profil par âge qui va être assez fortement décroissant. Et donc, on va avoir pour cette première date des vieux qui seront relativement défavorisés. Et puis, pour une date ultérieure, on aurait une déformation du profil par âge avec des gens qui, quel que soit leur âge, seraient favorisés par rapport à la génération précédente. Et donc, on aurait un déplacement d'un profil de niveau de vie selon l'âge qui avantagerait une génération par rapport à une autre. Par opposition à ce qui se passe sur le cadran de droite, où on va avoir un profil, une déformation du profil selon l'âge entre deux dates qui va faire que les vieux vont être défavorisés et donc on va avoir globalement une génération qui va être
plutôt défavorisé tout au long de son cycle de vie. Alors, ça, c'est pour la théorie. Qu'est-ce qu'on peut constater de ce qui s'est passé à la fois dans le passé, ce qui se passe maintenant et les projections qu'on peut en faire, notamment au Conseil d'orientation des retraites pour le futur? Alors, ce qu'on sait, c'est que globalement, jusqu'au début des années 70, la situation en France était une situation où, en gros, en moyenne, les seniors étaient pauvres. Et la vraie question jusqu'en 70, c'était la pauvreté des seniors. Et donc, ce qui s'est passé dans ces années, à partir des années 70, il y a eu un certain nombre de politiques qui ont été adoptées, qui ont visé à accroître le niveau de vie des seniors. Et ce qu'on a pu constater au cours des 2 décennies 70 jusqu'au début des années 80, où on a eu, vous voyez, un accroissement du niveau de vie moyen de l'ensemble des générations aux différents âges, avec un accroissement qui était d'autant plus important qu'il concernait des personnes d'âge élevé. Et donc, on a eu une croissance pour toutes les générations, mais effectivement, les seniors ont profité plus que les jeunes de cet accroissement du niveau de vie. Ensuite, il y a une bascule à partir du début des années 80 où on voit, eh bien, c'est les fameuses générations du baby-boom qui arrivent aux âges les plus élevés. Et là, on voit que ce sont elles et les générations un peu antérieures qui commencent à profiter de finalement la montée en charge des mesures qui ont été adoptées pour favoriser le niveau de vie des seniors. Et donc, on voit que entre 1979 et 1997, on a une progression du niveau de vie des personnes âgées qui est de plus 25%, alors que la progression du niveau de vie des jeunes n'est que de 6%. Ça va se poursuivre jusqu'en 2010, à peu près jusqu'à la crise, où on a toujours un accroissement du niveau de vie des personnes âgées, un accroissement aussi du niveau de vie des jeunes, et puis vient la crise qui va impacter, alors on le voit pas très très bien parce qu'on a ici un écart juste sur 5 ans, alors que dans les diapositives précédentes, on avait des écarts qui portaient sur un nombre d'années beaucoup plus important, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que la crise va toucher à peu près de la même manière les actifs un peu plus que les seniors, où en fait le niveau de vie n'a pas changé quasiment entre 2010 et 2015. Donc ça, c'est pour le passé, donc un petit bilan d'étape sur ces questions-là. Hein. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'en principe, depuis plusieurs décennies, chaque retraité va conserver un niveau de vie à peu près constant tout au long de sa retraite. Pourquoi? Parce qu'en France, les pensions sont revalorisées sur l'évolution des prix. Donc, globalement, on a un niveau de vie constant parce que les pensions sont indexées sur les prix. Puis après, il y a les revenus du patrimoine qui, eux, ont une indexation qui est éventuellement un peu différente. Mais globalement, ce qu'on constate, c'est que le montant des pensions va progresser au fil des générations. Donc, il va y avoir une évaluation permanente du niveau de vie moyen des retraités, ce qu'on appelle un effet Noria, c'est que les nouveaux retraités qui vont arriver à la retraite ont globalement bénéficié de progrès de productivité quand ils étaient jeunes, donc ont eu des meilleurs salaires que les générations précédentes, et donc tout ça, ça va se cristalliser dans la pension qu'ils vont avoir, et donc on va avoir un montant des pensions qui progresse au fil des générations. Alors, ce qui se passe juste en ce moment, et je parle pas du Covid, mais en gros jusqu'à la fin 2019, c'est que les évolutions tendent à devenir un peu plus complexes parce que, eh bien, on observe des phénomènes qui sont un peu nouveaux. Par exemple, que pour un certain nombre de retraités, on n'a pas une revalorisation des pensions sur les prix, mais notamment pour les retraités les plus riches, ceux qui ont les pensions les plus élevées, on a des revalorisations qui sont inférieures au prix. Les retraités aussi ont eu récemment une augmentation des prélèvements sociaux, de CSG notamment. Et donc, de manière aussi un tout petit peu plus récente,
le montant des pensions ne progresse plus au fil des générations parce que l'effet norien qu'on observait de manière assez intense jusqu'au milieu des années 2010, maintenant on l'observe de moins en moins. Il arrive maintenant à la retraite des générations qui ont eu des profils de carrière et de salaire qui sont moins favorables. Et donc, on commence à voir des baisses de taux de remplacement. Alors, quelles sont les perspectives? Puisque la question, c'est est-ce qu'on va vers un conflit de génération dans le futur? Donc, au corps, on s'appuie sur un modèle que Didier Blanchet connaît bien, qui est le modèle Destiny. On se cale sur un scénario de progrès de productivité dans le futur de 1,3% par an de progrès de productivité du travail. Ça, on pourra revenir là-dessus dans la discussion. Et sur des hypothèses de comportement de départ au taux plein. C'est-à-dire que les gens attendent d'avoir le taux plein pour leur pension, pour partir à la retraite. Et ce que je vous montre comme scénario, c'est des choses qui ont été projetées avant la crise du Covid. Alors, je vous épargne la période qui va de 2020 à 2030. En gros, ce qu'on va observer, c'est que on avait des choses qui commençaient à devenir défavorables pour les retraités et on va avoir de nouveau quelque chose qui va être défavorable pour les retraités. Et ça tient à une des caractéristiques de notre système de retraite, qui est que les pensions sont indexées sur les prix, alors que les salaires des actifs sont indexés sur leur progrès de productivité du travail. Dit autrement, c'est que quand les actifs travaillent pour produire de la richesse, cette richesse va être partagée entre les actifs et les retraités, mais les retraités ne vont pas bénéficier des progrès de productivité puisque leur pension n'augmente pas avec les progrès de productivité, mais simplement avec l'inflation. Alors, on peut essayer, c'est ce qu'on a fait au SG Corps, de faire un bilan par génération. Alors, on utilise pour ça un indicateur qui est le taux de rendement interne d'un système de retraite par répartition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher à voir, quand on cotise 1 euro, qu'est-ce qu'on obtient comme pension quand on va partir à la retraite? Et le taux de rendement interne, en gros, c'est ce qui va rendre équivalent financièrement la masse de ce qu'on aura cotisé pendant qu'on était actif et la masse de ce qu'on va percevoir en moyenne, compte tenu de l'espérance de vie, quand on sera retraité. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit bien sûr que les générations les plus anciennes avaient un taux de rendement interne de l'opération retraite qui était très élevé. Évidemment, ils ont cotisé très peu et ont bénéficié d'une retraite. Que ce taux de rendement interne va baisser au fil des générations, en gros, jusqu'aux années 70, au milieu des années 70. Et à partir des années 70, de nouveau, eh bien, si les caractéristiques du système de retraite ne changent pas, on va avoir de nouveau un taux de rendement interne qui va passer en moyenne au-dessus de 2%, tout dépend des progrès de productivité. Plus les progrès de productivité sont importants, plus on aura de rendement. Et ça parce que, eh bien, on a un allongement de l'espérance de vie essentiellement. Alors, quelques mots très rapides, puisque j'en arrive à la fin du temps alloué, sur les opinions sur les retraites. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Donc là, on s'appuie sur les travaux du baromètre de la DREES. On pose la question à l'ensemble de la population. Comment évaluez-vous le niveau de vie moyen des retraités par rapport à celui de l'ensemble de la population? Et ce que je vous ai montré, c'est qu'en gros, aujourd'hui, le niveau de vie des retraités est supérieur à celui de l'ensemble de la population. Et pourtant, la perception qu'on en a, on le voit sur ce graphique, il y a quand même près de 60% de l'ensemble de la population qui pense que les retraités ont un niveau de vie moins bon que l'ensemble de la population. Les retraités étant les plus enclins à penser qu'ils ont un niveau de vie plutôt moins bon que l'ensemble de la population. En tout cas, la proportion de gens de retraités qui pensent qu'ils ont un niveau de vie meilleur que l'ensemble de la population, elle est plus faible que dans les autres tranches. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on demande aux gens, pour préserver le système de retraite dans le futur tel qu'il existe, on sait qu'il y a des difficultés de financement à prévoir dans le futur. Parmi toutes les solutions qu'ils ont envisagées, et je trouve que ce graphique est très intéressant parce qu'il nous montre que finalement, une des actions, on pourrait penser que les jeunes se disent « Ok, c'est sur nous que ça va peser, donc
pour résorber les déficits du système de retraite, il faut baisser les pensions parce que les retraités ont un niveau de vie qui est meilleur que l'ensemble de la population. Donc, ce serait légitime de baisser les pensions et on pourrait s'attendre à ce que ce discours soit tenu par les plus jeunes. Eh bien, on voit que dans le barème des opinions, en fait, les jeunes, ici, la petite barre verte, c'est 3%, et ici, la petite barre verte, c'est 2%. Donc, évidemment, les vieux ne sont pas favorables à baisser les pensions, mais les jeunes non plus. Et si on envisage une question sur plus globalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire en matière de retraite? Les vieux sont plutôt conservateurs, il faut garder de la répartition. Il y a une tranche intermédiaire qui est un tout petit peu plus favorable que les autres à ajouter de la capitalisation, mais ça n'est pas complètement flagrant. Les plus jeunes, eux, étant ceux qui répondent le plus, je ne sais pas, et ça aussi, ce n'est pas une surprise. Donc, pour conclure mon intervention, donc, en gros, qu'on peut dire, c'est que la génération du baby-boom a globalement été bénéficiaire de l'opération retraite par la répartition parce que le système de retraite était en voie de maturation. Dans le futur, la législation a changé, on va avoir la fin de l'âge d'or des retraités, mais en gros, ce que nous montrons à SGCOR, c'est que le taux de rendement interne de l'opération de retraite à législation constante remonterait pour les générations, que du côté des opinions, il n'y a pas de conflit d'âge. En gros, il n'y a pas cette idée que les jeunes vont partir en guerre contre les vieux en disant il faut baisser les retraites. Et que, en gros, si ça marche, c'est parce qu'il y a cette règle propre du système de retraite qui joue un rôle d'amortisseur, notamment le fait que les progrès de productivité ne sont pas partagés de la même manière par les jeunes et par les vieux, et que d'une certaine manière, notre système de retraite protège à peu près le niveau de vie absolu des retraités, mais pas leur niveau de vie relatif. Après, il y aura des autres éléments dans le débat. L'impact du choc Covid, qu'est-ce que ça va avoir sur la productivité? Qu'est-ce que ça va avoir sur l'espérance de vie? Il y a un papier très intéressant qui vient de sortir de Nathalie Blancpain de l'INSEE qui montre que finalement, cette génération du baby-boom, elle n'a peut-être pas en termes d'espérance de vie des choses qui sont aussi favorables que les autres. Et puis, je laisserai pour les autres discutants la question de... là, j'ai raisonné en niveau de vie, donc en termes de flux, mais il y a aussi les questions de stock, et notamment la mauvaise répartition du stock de patrimoine entre les générations. Enfin, dernière petite ouverture sur le fait qu'il faut repenser les générations. Aujourd'hui, on a vécu dans 3 générations qui coexistaient, les petits-enfants, les enfants et les grands-parents. Maintenant, on va avoir 5 générations coexistantes qui peut aussi modifier la vision qu'on a du partage et des éventuels conflits entre les générations. Voilà. Donc, merci beaucoup. Le partage d'écran. Merci Anne. Donc, la situation des retraités est bonne, se dégrade, mais se réaméliore après. Et donc, si on regarde simplement les flux de revenus, il n'y a pas de sujet majeur et l'opinion ne génère pas une perception de conflit. Donc, je passe maintenant la parole à Didier Blanchet pour continuer sur cette question d'analyse plus détaillée de la situation des retraités. Bien. Bon, bonjour à tous, là vous m'entendez bien, ça va? Oui, Didier, c'est parfait. D'accord. Bon, comme Anne, donc ma spécialité principale, c'est plutôt les retraites. Donc mon propos liminaire va surtout porter cette dimension et prolonger un peu ce qu'elle vient de dire. Je tenterai peut-être quelques premières ouvertures vers d'autres dimensions possibles d'un éventuel conflit intergénérationnel sur lesquels on pourra revenir dans la discussion, mais à ce stade, ça sera très, très allusif. Je vais avoir 2 temps dans mon exposé. Le premier, effectivement, ça va être de répondre à la question risque de conflit avec un point d'interrogation qui n'apparaissait pas dans le programme écrit des GECO, mais j'ai vu qu'il a bien été rajouté. Ma position, ça va être de relativiser un peu, mais quand même de dire qu'il y a des problèmes d'arbitrage qu'il faut entre générations, qu'il faut anticiper et mettre sur la table. Alors pourquoi, sur ce premier point, donc risque de conflit, pourquoi minimiser le risque de conflit intergénérationnel direct sur un mode qui serait celui des conflits entre classes sociales?
Il y a deux raisons à ça. Il y a la force du lien intergénérationnel avec au niveau social quelque chose qui fait écho au type d'altruisme intergénérationnel qu'on a au niveau familial. On a des parents et on a des enfants du bien-être desquels on se soucie, ce qui est supposé privilégier les solutions coopératives entre générations. Et puis, il y a une grosse différence avec la stratification sociale. S'agissant de la classe sociale, il y a certes de la mobilité, mais un risque important de rester accroché à sa classe d'origine. Toutes les positions ne sont pas ouvertes à tous avec les mêmes probabilités. Donc, c'est un facteur qui peut nourrir les revendications. Alors, vous allez me dire, évidemment, la génération, c'est aussi quelque chose qui vous est attaché de manière indélébile. On ne change pas de génération en cours d'existence. Mais si on entend par conflit de génération plutôt le risque de conflit à date donnée entre classes d'âge, on a le fait que chaque individu est appelé à traverser tous les âges de la vie, ce qui est aussi un facteur de résolution des tensions, même s'il y a des choses dont un jeune ou un adulte ne profite pas aujourd'hui, comme le fait d'avoir une retraite, donc de pouvoir avoir du revenu sans travailler, il s'attend à en profiter plus tard à son tour. Donc, il n'a pas de raison d'y voir un avantage indu des seniors contre lequel il devra avoir à lutter. Je pense que ça éclaire un peu les opinions que nous a montrées, qu'on a dans les enquêtes et que nous a montré Anne. Donc, il y a deux raisons d'avoir plus de solidarité spontanée, donc moins de conflits entre classes d'âge qu'entre groupes sociaux. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, il ne faut pas non plus idéaliser cette idée de convergence d'intérêts entre générations, même au niveau intrafamilial. On sait que ce n'est pas toujours complètement simple. Cette solidarité, elle peut avoir des moments de faiblesse, et d'autant qu'il y a un troisième facteur qui a beaucoup joué pour contenir le risque de tension intergénérationnelle et qui est en train de s'éroder. Il s'agit de la croissance économique. Parce que le petit miracle de cette croissance, c'est qu'elle a longtemps permis de donner de plus en plus aux personnes âgées, en même temps qu'on promettait encore plus aux jeunes. Donc tout le monde était gagnant, et ce facteur-là s'épuise petit à petit. Le cas de la retraite donc, est une très bonne illustration de cette problématique. Donc, le sujet est monté en puissance au début des années 90, avec un vieillissement qui se confirme année après année. À l'époque, beaucoup avaient tendance à penser qu'il s'agissait d'un problème mineur, parce que justement, la croissance allait tout résoudre, soit en rendant indolores les hausses de cotisations requises pour financer des retraites de niveau relatif constant, soit en rendant tout aussi indolore une solution un peu plus subreptice, là qu'on n'a pas trop mis en avant, mais qui est celle qui a été en partie mobilisée par les réformes passées, c'est celle d'organiser un décrochement en douceur du niveau de vie relatif des retraités. On le laisse continuer à progresser, mais moins vite que celui des actifs, en comptant que celui-ci profitera de la productivité. C'est comme ça qu'on résout une partie du problème que posait a priori le doublement attendu du nombre de retraités par rapport aux actifs. Et donc, le problème, c'est qu'on n'a que ces deux marges de manœuvre là, offertes par la croissance économique, elles s'avèrent aujourd'hui quand même moins importantes que prévu. Il y a trois raisons. Il y a le fait que la croissance est objectivement devenue plus faible qu'espérée à l'époque, telle qu'on la mesure. Le fait est là. Il faut aussi quand même pas surestimer la façon dont la croissance génère du consentement à payer pour les dépenses, parce que le ressenti de la croissance, il est encore plus faible que la croissance effective. On est bien payé à l'INSEE pour savoir ça, parce que les chiffres de la croissance sont toujours contestés. Donc l'explication est assez simple. La croissance, en fait, elle génère en même temps des attentes. Donc elle génère ce qu'on espère avoir comme niveau de vie. Donc ça limite un peu la propension à laisser partir une part de plus en plus importante du gâteau. Et puis, côté prélèvement, il y a aussi le fait que la to-do list des choses à financer dans un contexte de croissance qui est plus lente, cette liste ne se réduit pas, elle tend plutôt à s'allonger. Donc, c'est ici qu'on pourra peut-être plus tard dans la séance élargir la perspective par rapport aux retraites. S'il n'y avait que les retraites à payer en plus, on peut plaider que quelques points de PIB, ça se trouve, dans la durée. Mais il y a par exemple la problématique environnementale et il y a d'autres besoins liés au vieillissement, plus le fait que la crise Covid a fait remonter les attentes en matière de santé, de politique sanitaire. Donc tout ça, donc voilà, un problème qu'il ne faut pas noircir. Quand le débat sur la retraite a commencé, il y avait des gens qui disaient non, il n'y a pas de problème, la croissance va y pourvoir. Il y avait à l'inverse des gens qui disaient qu'on allait vraiment vers la catastrophe. Il était un peu difficile de trouver un chemin équilibré entre les deux. Donc un sujet qu'il faut ni rosir ni noircir, mais quand même des problèmes d'arbitrage à gérer. D'autant que ça, ce que je viens de vous raconter, c'est plutôt, et ce qu'a raconté plutôt Anne d'ailleurs, c'est le constat avant crise et les problèmes vont être encore accrus par la crise.
Alors, en quoi est-ce qu'elle complique le problème? En fait, c'est un cas un peu extrême des effets que peut avoir une croissance pas conforme aux attentes. Donc, c'est vraiment un cas extrême. On s'attendait à une croissance de 1 ou 2% cette année, et puis finalement, elle va être de moins 10%. Donc, l'effet est complètement mécanique à court terme. Vous avez des retraites qui représentent 14% du PIB. Elles continuent sur leur lancée parce qu'elles sont indexées sur les prix. Si pendant ce temps-là, le dénominateur du ratio décroche de 10%, les retraites, elles passent de 14 à 15,4% du PIB. Alors qu'on débattait au moment de la réforme en début d'année du fait de la faire redescendre légèrement ou pas de 14 à 13% progressivement pour dégager des marges de manœuvre sur d'autres besoins. Alors, si on veut éviter un tel saut à 15,5, il faudrait que les retraites décrochent immédiatement de 10%. C'est complètement inimaginable, c'est sûrement pas ce qu'on va faire. Mais en même temps, on ne peut pas imaginer que la charge d'ajustement repose uniquement sur les actifs, sans quoi le niveau de vie relatif des retraités va s'élever encore en comparaison de celui des actifs. Donc, ça posera à la fois un problème d'équité instantanée, et puis ça irait complètement en sens inverse de la façon dont on pensait avoir à peu près réussi à résoudre le problème des retraites. Parce que ça ne ressortait pas complètement des graphiques d'âne, mais effectivement, ce qui est une des façons par lesquelles on espérait stabiliser la part des retraites dans le PIB à peu près à 14%, c'était à la fois une remontée de l'âge de la retraite vers 64 ans, et puis aussi un décrochement attendu du niveau de vie relatif des retraités, le faisant passer d'à peu près 100% à 80%. Donc des problèmes d'arbitrage qui vont être d'autant plus difficiles à gérer que simultanément, donc on attend de la sortie de crise qu'elle nous fasse enfin prendre à bras-le-corps la question climatique énergétique, qui est aussi coûteuse, et puis qu'elle a révélé d'autres besoins. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte pareil? Donc, en fait, quand il y a des problèmes potentiels de gestion de la rareté, la façon d'éviter qui débouchent sur le conflit, c'est d'essayer de dégager des règles de partage que tout le monde soit capable de reconnaître comme justes et donc à laquelle chacun consentirait. Pour conclure rapidement mon intervention, je vais juste proposer discuter un peu de 3 règles qui ont été ou sont avancées dans le cas de la retraite, donc l'une ne clôt le débat, mais qui peuvent tout aider à mieux l'amorcer, et puis avant de très brièvement élargir en conclusion aux dimensions autres que la retraite. Il y a une règle qui semble s'imposer dans le contexte actuel, c'est une règle de partage égal instantané, elle porte le nom d'un économiste, c'est la règle de Musgrave. On a un niveau de vie des actifs, des retraités qui est à peu près égal à celui des actifs. Il ne faudrait pas que la crise le fasse passer au-dessus, mais inversement, il ne faudrait pas qu'il décroche trop en dessous. Donc, si la croissance repart, les retraités devraient ensuite en profiter parallèlement aux actifs. C'est un critère intéressant, il doit jouer un rôle, mais quand même avec des caveats et une importante limite dans le long terme. Le caveat, je l'ai un peu déjà dit, il faut éviter des applications trop brutales pour les retraités comme pour les actifs. Il faut des amortisseurs face à une crise d'une telle ampleur. Donc, la dette publique va beaucoup servir à ça, entre autres. Je pense qu'on en reparlera peut-être. Et puis, d'autre part, si on revient dans l'optique de long terme, l'adaptation au vieillissement, ça laisse une question complètement ouverte. Tout le monde peut tomber facilement d'accord qu'il faut qu'il y ait un âge à partir duquel vous puissiez vivre aussi bien qu'un actif en ayant cessé de travailler, mais faut-il poser a priori que cet âge soit le même quand l'espérance de vie est de 70, de 80 ou 90 ans? On voit bien qu'il y a quand même un sujet à trancher. Alors, sur ce sujet de l'âge de la retraite, il y a un critère alternatif qui fait partie des indicateurs que suit le Conseil d'orientation des retraites. C'est le ratio entre la durée de vie active et la durée de la retraite. Et l'idée, ça serait de le stabiliser, de faire évoluer l'âge de la retraite parallèlement à la durée de vie. Ce qu'on appelait du temps de la réforme de 2003, la règle des 2 tiers, 1 tiers. Si vous avez une année de vie en plus, ça fera 8 mois pour l'activité, puis 4 mois pour la retraite, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que la durée de la retraite peut continuer à progresser. Donc, ce critère-là, il est assez satisfaisant, et c'est d'ailleurs ce qu'on réussit à faire ou programmer, non sans tâtonnement, les réformes passées. Pardon, excusez-moi, je vous interromps. En fait, on a un gros problème technique, le flux. Souvenez-vous d'où vous en êtes de votre conférence. Bien, merci. Désolé pour la coupure. Donc, comme je disais, il y aura bien, même s'il n'y a pas de risque de conflit fort entre générations directes, il y a des problèmes d'arbitrage. Et quand il y a des problèmes de gestion de la rareté, la façon normale d'éviter qu'ils débouchent sur un conflit, c'est de dégager des règles de partage que tout le monde soit capable de reconnaître comme justes. Donc, pour conclure rapidement, je vais proposer quelques exemples de règles qu'on peut avoir dans le cas de la retraite. Aucune ne clôt le débat, mais elles peuvent toutes aider à mieux amorcer ce débat et puis j'élargirai très brièvement aux dimensions autres que la retraite. Il y a un critère simple qui semble s'imposer dans le contexte actuel, c'est un critère de partage égal instantané de l'effort. Actuellement, on a un niveau de vie des retraités à peu près égal à celui des actifs.
Il ne faudrait pas que la crise le fasse passer durablement au-dessus. Inversement, une fois que la croissance repart, les retraités devraient pouvoir en profiter parallèlement aux actifs. C'est un critère intéressant. Il doit jouer un rôle avec quand même des caveats et puis une importante limite dans le long terme. Et les caveats, c'est qu'il ne faut pas l'appliquer de façon brutale, aussi bien pour les retraités que les actifs. Il faut des amortisseurs. Et puis, comme à long terme, la question, c'est quand même l'adaptation à l'évolution de la durée de vie. Il y a une question qui reste ouverte. Offrir un niveau de vie comparable aux actifs ou aux retraités, oui, bien sûr. Mais à partir de quel âge, il n'y a aucune raison de postuler a priori et de s'accrocher au principe que cet âge doit être absolument invariable quand l'espérance de vie est de 70, 80 ou 90 ans. Alors justement, pour répondre à ça, il y a un critère alternatif qui fait partie de ceux que regarde le corps de près. C'est le ratio entre la durée de vie active et la durée de retraite, avec l'idée que voilà, il suffirait de faire évoluer les deux parallèlement, ce qu'on appelait dans la réforme de 2003 la règle des 2 tiers, 1 tiers. Si vous avez une année d'espérance de vie en plus, ça fait 8 mois de plus de travail et 4 mois de plus de retraite. Ce critère-là est assez sympathique parce qu'il montre que la durée de la retraite peut continuer à progresser. Donc, du coup, effectivement, par rapport à ce risque de conflit intergénérationnel, on a un message fort à envoyer aux jeunes générations comme quoi la part de la vie qui consacre à la retraite ne sera pas amputée. Mais il y a quand même un problème, c'est le fait que les réformes des retraites, elles ne visent pas uniquement à gérer les gains d'espérance de vie qui sont à venir ou ceux qu'on a eus depuis que ces réformes ont été mises en place. Elles ont autre chose à gérer, qui est le choc du baby-boom, le fait d'avoir des générations nombreuses qui passent par la retraite depuis le milieu des années 2000. Et c'est bien pour ça que la simple application de ce critère-là, qui nous ferait remonter l'âge de la retraite vers 64 ou 65 ans, s'avère insuffisante. C'est pour ça que la part des retraites dans le PIB a d'ores et déjà progressé par rapport au début des années 90. Elle est passée de 11 à 14%. Et le reste de l'ajustement qui nous aurait permis avant crise de rester sur les 14%, il passait par un décrochement assez sensible du niveau de vie relatif des retraités, appelé à retomber vers 80% au lieu dans les années 30 ou 40, au lieu de 100% aujourd'hui. Donc, avec tout ça, il y a des problèmes d'arbitrage. Faut-il en faire plus sur l'âge de la retraite pour pouvoir en faire moins sur les deux autres leviers? Et si oui, sur lequel des deux? Face aux limites de ces deux premiers critères, il y en a un troisième et Anne a un peu ouvert le terrain là, en présentant ces indicateurs de rendement qui sont calculés par le corps. C'est de dire, en fait, la règle qu'on devrait viser, ça serait un peu une règle d'égal retour sur cotisation d'une génération sur l'autre, consistant à dire on va juste rendre à chaque génération ce qu'elle a cotisé. Augmenter d'un petit rendement. Donc, en gros, la version intergénérationnelle du fameux slogan comme quoi chaque euro cotisé devrait rapporter la même chose. Ensuite, on laisse chacun arbitrer sur le fait de savoir s'il préfère que ce soit sous forme d'une retraite de bonheur et pas très élevée ou d'une retraite tardive, mais de montant plus important. Le problème à son tour de ce critère, c'est qu'il lève quelques objections. La plus forte, c'est que rétrospectivement, il aurait privé de retraite les premières générations. On leur aurait dit, vous n'avez pas cotisé, donc vous n'aurez rien. Effectivement, ça n'aurait pas été très juste à l'époque. Mais enfin, il pourrait rester valide dans un système qui est devenu mature. Mais il y a deux sujets. D'une part, il est impossible à parfaitement satisfaire en pratique. Et puis même s'il pouvait l'être, il n'a pas de raison, lui non plus, d'être une cible stricte. Alors pourquoi il ne peut pas être satisfait en pratique? C'est parce qu'en régime permanent, ce que le système de retraite par répartition peut offrir, c'est ni plus ni moins que le rythme de croissance économique. Et sur les courbes que nous montrait Anne, on voyait bien que les trajectoires de rendement s'écartaient selon les hypothèses de croissance économique future du Conseil d'orientation des retraites. Alors, j'ai dit ni plus ni moins dans cette phrase, c'est important d'insister quand même sur le pas moins. Et son graphique était très parlant à cet égard, parce que là aussi, c'est important vis-à-vis de ce risque de conflit intergénérationnel. C'est que ça relativise l'idée répandue qu'avec toutes ces réformes qu'on fait, on allait priver les jeunes de leur droit à retraite et donc ils sont en train de cotiser à perte. Ce qu'on voit, c'est que les trajectoires que projette le PIB, c'est des trajectoires où on continue à recevoir quelque chose à peu près à proportion de ce qu'on a versé. Il faudrait vraiment que la croissance devienne négative de façon durable pour que les gens récupèrent moins que ce qu'ils ont mis au pot. Mais en même temps, ça montre qu'il est difficilement évitable d'avoir des inégalités sur ce rendement. On est un peu contraint par la croissance économique et se pose donc la question de savoir si on peut se permettre des fois de mitiger ces fluctuations générées par la croissance en durcissant davantage les règles pour les générations qui auraient été favorisées par l'histoire ou bien les assouplissant à l'inverse pour les générations moins favorisées. Et puis surtout, et ça va être mon mot de la fin, si on commence à rentrer dans ce genre de comptabilité,
il se pose inévitablement la question d'élargissement de la perspective, parce qu'on peut avoir une génération qui a peu payé pour sa retraite, mais qui a payé pour beaucoup d'autres choses. Et donc, dans ce cas-là, ça peut justifier qu'elle a un retour apparent élevé sur ses cotisations retraite. Et les générations qui sont à la retraite dans les années 40, 50 et 60, on peut dire qu'effectivement, c'était une compensation pour une... Elles ont eu des rendements élevés qui étaient une compensation pour des conditions de vie qui n'ont vraiment pas traversé beaucoup de problèmes. À l'inverse, une génération peut avoir beaucoup payé pour sa retraite, mais laisser se dégrader beaucoup de choses. Et donc, il faut essayer de mettre tout ça dans la balance. Dans les années 90, on avait commencé à développer des comptes par génération qui essayaient de faire masse de tout ce qu'une génération contribue ou reçoit d'une façon ou d'une autre et qu'on s'est exprimé en termes monétaires. Je ne sais pas exactement ce qu'Hippolyte va dire, mais peut-être qu'il va parler de la façon dont ce genre de travaux se poursuivent aujourd'hui. Ce qui reste un peu difficile à passer à cette aune de l'évaluation monétaire, c'est la dimension environnementale du fait de traduire en termes monétaires le coût des atteintes passées à l'environnement. Voilà, il y a des essais d'évaluation que je pourrais réévoquer plus tard, mais c'est un peu difficile de aussi faire le bilan de ce que chaque génération aura coûté ou pas en termes d'environnement et faire reposer de cette façon sur les générations à venir. Voilà, merci. Bon, Patrick, tu étais muet, donc j'imagine en fait que ce que tu disais qu'on n'a pas entendu, c'est que tu me passais la parole. Donc, je disais que je te passais simplement la parole. Voilà. Voilà, bon, en fait, je l'avais un peu anticipé, donc je te remercie. Et je remercie, j'en profite pour remercier toute l'équipe des GECO de m'avoir invité à ce panel et sur ce sujet. Et puis finalement, je suis ravi d'avoir écouté Anne et Didier sur leurs exposés très intéressants. Je me réjouis de vous écouter ensuite. Alors, donc, on était sur la question de la fracture intergénérationnelle, éventuellement d'une génération sacrifiée. C'est je dirais que c'est une mantra qui est souvent là, qu'on entend souvent. Et c'est vrai qu'elle est revenue avec la crise Covid. Et l'idée, elle est très simple. Elle a été de dire, pour sauver les vieux, pour sauver les plus âgés, les seniors, voilà, on a sacrifié les jeunes. Donc, les jeunes sont à l'université, les jeunes sont plus précaires, etc. Donc, ils ont été, d'une certaine manière, sacrifiés pour sauver les vieux. Donc, voilà, ça, ce serait une source de frustration et potentiellement de conflit entre les générations. Alors, moi, j'y crois pas, mais je pense néanmoins que c'est intéressant à étudier parce que ce type d'idées, en fait, nous révèle beaucoup sur notre société. Alors, je vais commencer par des propos un petit peu liminaires, un petit peu généraux en fait, sur cette question du conflit entre les générations. Et puis après, je vais rentrer dans peut-être un peu plus de mécanique statistique ou économique. Alors, première chose que je souhaitais dire, c'est que quasiment dans toutes les générations, il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire qu'elles étaient la génération sacrifiée. Je dirais que c'est même assez difficile de trouver une génération qui ne se perçoit pas à un certain moment sacrifiée. On peut remonter en 1836 avec Alfred de Musset qui dit texto, qu'il est venu trop tard dans un monde trop vieux. Alors, vous voyez, le début du 19e siècle, avec un pourcentage, vous voyez, de personnes de plus de 60 ans qui était minimal, et néanmoins, lui-même avait cette perception. Évidemment, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus très bien, on a transféré les cendres de Maurice Genevoix et ceux de 14 au Panthéon. Là, on peut vraiment parler, je dirais, d'une génération sacrifiée qui a payé un tribut très lourd. Si je continue, je veux dire, ceux qui étaient nés en 40 et qui ont été à la guerre d'Algérie, ce n'était pas très marrant non plus. Si je peux parler un petit peu de ma génération aussi, qui a vécu finalement les années SIDA, avoir 20 ans dans la fin des années 80 à Paris au début des années 90, n'est pas non plus une période très amusante. Je dirais que même aujourd'hui, d'une certaine manière, avec l'épidémie de Covid, ce qu'on a vu, c'est que les jeunes n'étaient pas touchés directement par la pandémie, contrairement à ce qui a pu arriver à ces générations nées dans les années 60. Et puis, alors, donc, il y a ce premier sentiment qui est porté par certaines voix, souvent des voix de jeunes, mais c'est souvent un sentiment qui est soutenu, et qui est soutenu par les plus âgés, par ce qu'on va appeler, par exemple, les vieux, et qui, très souvent, et c'est bien normal, en vieillissant, considèrent que d'une certaine manière, c'était mieux avant. Et on a très souvent des vieux qui nous disent oui, aujourd'hui c'est plus dur pour les jeunes, c'est plus dur de trouver un travail, etc. Et donc ce double sentiment est porté dans le débat public par des essayistes qui font des livres,
souvent intéressant et toujours un succès. En fait, c'est une idée qui passe très bien. Alors, on peut la décliner sur de multiples façons, hein, sur la question de la dette, des retraites, de l'environnement, comme l'a soumis, comme l'a suggéré Didier. Alors, moi, je pense qu'il y a un petit peu quand même un petit conflit, quoi, je veux dire, une petite confusion entre ce qui serait vraiment un conflit intergénérationnel et un conflit beaucoup plus traditionnel, je dirais, en économie, qui est entre celui du court terme et celui du long terme. Et je trouve que typiquement, la question de la dette est assez éclairant là-dessus. Je veux dire, aujourd'hui, il y aura vraiment la question de savoir si on rembourse ou non la dette. Mais mettons qu'on rembourse la dette, je veux dire, là, aujourd'hui, le Trésor s'endette à 10 ans, d'accord, pour financer Covid. Et donc, si on rembourse, on sera obligé de rembourser dans 10 ans. Donc, dans 10 ans, ce n'est pas nos enfants, quoi. Moi, mes enfants, dans 10 ans, ils ne rembourseront rien du tout. Vous voyez, mais dans 10 ans, moi, je serai là et je pense que nous tous, on sera là et on continuera à rembourser la dette. Donc, vous voyez, ce conflit est un peu vite, quoi, entre court terme et long terme, est très vite, je dirais, transformé parfois un peu trop vite comme un conflit de génération. Et puis, bon, je veux dire, face à l'épisode Covid et face aux mesures sanitaires, hein, il y a ce plan de relance. Je veux dire, on pourra en rediscuter aussi, mais il fait quand même la part belle aux jeunes. Hein. Il y a un montant qui est conséquent, qui est destiné aux jeunes. Et puis même d'une façon générale, le but du plan de croissance, c'est de faire en sorte qu'on retrouve un certain niveau de croissance économique qui, de fait, hein, devrait bénéficier à moyen terme aux plus jeunes et puis à tout le monde, à tous ceux qui survivront. Donc, d'une certaine manière, avant de dire que les générations sont sacrifiées, il faut se dire, est-ce que finalement le plan ou est-ce que les mesures qui sont faites pour relancer la croissance ont une chance ou non d'être efficaces. Si on pense que le plan est efficace, donc on doit, d'une certaine manière, pas forcément se soucier des générations futures. Alors, je vais maintenant être un petit peu plus spécifique sur l'évolution du niveau de vie par génération. Et je vais dire de façon un peu différente ce qui a été dit par Didier et Anne jusqu'à présent. J'aimerais juste commencer par quelques chiffres simples, parce que alors, on peut faire beaucoup d'économétrie, on peut faire des choses assez complexes, hein, calculer des taux assez complexes, mais d'une certaine manière, je trouve que c'est pas mal de revenir à des grandeurs qui sont peut-être beaucoup plus simples. Et si je compare, par exemple, aujourd'hui, la période aujourd'hui avec 1960. Donc là, en 1960, on est en plein dans les 30 Glorieuses. Donc tout le monde, potentiellement, vous dit que 1960, c'était le bonheur, quoi. On était dans les 30 Glorieuses. Bon, la consommation moyenne en France est 3 fois supérieure aujourd'hui à ce qu'elle n'était en 1960. D'accord? On s'en est 3 fois moins. Je veux dire, il y a peut-être pas tout n'est pas dans la vie de la consommation. Je veux dire, c'est quand même quelque chose. Donc, les gens consomment plus. L'espérance de vie a augmenté de plus de 20%. C'est un cinquième de vie en plus. C'est absolument colossal. Donc, on vous dit, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez avoir une vie courte où on ne mange pas beaucoup, une vie longue où on mange plus? La plupart des gens préfèrent dire, non, je préférerais être aujourd'hui. Je ne suis pas la génération sacrifiée, bien au contraire. Et puis, je peux continuer avec les indicateurs comme ça. Il faut se rappeler quand même que le taux de bachelier en 1960 est de 11%. On a une proportion. Une personne, en règle générale, n'a pas le bac, n'a pas fait d'études supérieures. D'accord? Et donc, voilà, et ça implique beaucoup de conséquences sur sa vie après. Alors nous, ce qu'on a fait avec une personne qui s'appelle Likpidi Badji, c'est de reprendre en fait des enquêtes de l'INSEE, hein, que ce soit l'enquête budget des familles ou les revenus fiscaux et sociaux, hein, les deux grandes enquêtes, hein, qui permettent de bien définir, voyez, le niveau de vie en fait des gens depuis longtemps. Et puis on retrace les revenus ou bien on retrace la consommation de toutes les générations et on essaye de voir si elle augmente au cours du temps. On essaye de voir quel est le niveau de vie en fait de ces générations. C'est un petit peu d'une certaine manière systématiser, hein, les graphiques qui ont été présentés par Anne et en reprenant une dimension qui est plus longitudinale, hein, si je veux reprendre un petit peu la phraséologie qu'elle avait. Donc, moi, je veux dire, on ne trouve pas de génération, vous voyez, qui a un niveau de vie inférieur à celle
inférieur à celui d'une génération qui a vécu avant, qui est née avant. D'accord? Donc, il n'y a pas de déclin en fait, des générations. Tout ce qu'on fait est réplicable, hein, les programmes sont en ligne, les données sont publiques, etc. C'est très facile à répliquer. On ne trouve pas cette baisse. D'accord? Il n'y a pas de génération, hein, je dirais, il n'y a pas de génération sacrifiée. Et comme l'a un petit peu évoqué Didier, ça s'explique par l'augmentation générale du niveau de vie. Donc, il faudrait un hold-up considérable pour que, par exemple, les baby boomers, hein, pour ne citer que, puissent s'accaparer l'ensemble des niveaux de vie. Tout le monde y gagne, en fait, aujourd'hui. Peut-être que certaines générations y gagnent plus que d'autres, mais ça, c'est une autre question. Mais globalement, vous voyez, le niveau augmente. Alors, Didier a dit, oui, mais attention, parce que la croissance baisse petit à petit. Et moi, ce que je dis, oui, mais tant qu'elle augmente, en fait, ça va. Et tant qu'elle augmente, ça veut dire que le niveau est supérieur à ce qu'il était avant. D'accord? Et c'est pour moi, j'aime bien cette parabole de l'escalier. Hein. Je me représente toujours un escalier avec au début des très grandes marches et puis après des toutes petites marches. Alors c'est vrai que les générations, je sais pas quoi, nées dans les années 40, dans les années 30, elles ont vécu une vie où on monter des grandes marches, d'accord, mais je dirais qu'elles ont monté moins haut. Et puis les générations aujourd'hui, vous voyez, elles sont de tout en haut de l'escalier où il y a des toutes petites marches. Donc certes, elles montent moins d'année en année, mais néanmoins, elles ont un niveau de vie plus important que celles qui les ont précédées. Après, ce qui compte pour moi, c'est donc ça, c'est quand on prend la génération dans son ensemble. Et après, ce qu'on fait avec ma co-auteur, on essaye maintenant un petit peu de décomposer ces générations, d'accord, de voir différentes composantes en fait d'une génération et de voir comment, d'une génération à l'autre, ces composantes évoluent. Alors, il y a quelque chose de très simple, c'est par exemple de décomposer les hommes et les femmes. On peut prendre les hommes et on peut comparer du coup les femmes d'aujourd'hui ou des générations d'aujourd'hui avec les femmes des générations d'avant, d'accord, et pareil pour les hommes. Alors là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que celles qui ont énormément gagné, et c'est heureux, ce sont les femmes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ont dépassé, vous voyez, le niveau de vie des hommes, mais que pour elles, la progression a été très très forte. D'accord ? Elle est beaucoup moindre pour les hommes, d'une certaine manière. Donc on a aussi, je dirais, une bonne nouvelle de nos temps, c'est l'accès au marché du travail, notamment au travail marchand de la part des femmes, et c'est l'indépendance financière que potentiellement cette situation a générée. C'est aussi, et très souvent, moi je suis très gêné parce qu'il y a beaucoup d'études, notamment de mobilité intergénérationnelle, qui systématiquement mettent le doigt sur les hommes. Notamment celles qui veulent avancer le fait qu'il y a de moins en moins de mobilité. Mais si on prend en compte les femmes, c'est quand même la moitié de la population, leur situation, elle, c'est très fortement amélioré et c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut faire une autre décomposition, ce sont les non qualifiés et les qualifiés. Je vous rappelle, sur les générations précédentes, le pourcentage de gens qui ne faisaient pas d'études supérieures était très très important. Et bien, si on compare en fait ces populations, on s'aperçoit que là encore, en comparant les générations, ce sont les générations récentes de personnes qualifiées qui ont beaucoup gagné. La croissance a été très fortement accaparée par les qualifiés. En revanche, les non qualifiés ont eu une trajectoire nettement moins favorable. Et si on prend typiquement les hommes non qualifiés, là, on peut avoir une baisse du niveau de vie. C'est-à-dire que les hommes non qualifiés des générations récentes ont des niveaux de vie qui sont inférieurs à ceux des hommes non qualifiés des générations précédentes. Alors, le point, en fait, a été le point haut, je dirais, sont typiquement, pour les hommes non qualifiés, ce sont ceux qui sont nés en 1935, entre 1935 et 1945, avant les baby-boomers d'ailleurs, qui auront le niveau de vie le plus haut, et depuis, on observe plutôt une baisse. Et alors, on continue à systématiser cette idée avec ma co-auteur en calculant des indicateurs d'inégalité d'âge. C'est-à-dire, vous prenez des classes d'âge, et vous calculez un niveau d'inégalité. L'idée, c'est que je me compare finalement beaucoup plus aux personnes de ma classe d'âge qu'aux autres personnes de la société. Et on peut recalculer ce niveau d'inégalité au sein des classes d'âge et le calculer tout au long du cycle de vie. Et lorsqu'on fait ça, on s'aperçoit que les générations récentes, en fait, vivent dans un monde plus inégalitaire
que les générations précédentes. Donc certes, en moyenne, elles vivent mieux, hein, les générations récentes, mais elles vivent aussi dans un environnement plus inégalitaire et surtout plus inégalitaire dans une dimension qui, pour moi, compte beaucoup, qui est celle à l'intérieur de la classe d'âge, donc celle qui comprend les personnes avec lesquelles on se compare le plus naturellement. Et voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont là, et je pense que une frustration de la jeunesse qui s'exprime parfois, ou en tout cas d'une partie de la jeunesse, vient de là. Elles vivent dans un monde qui est beaucoup plus difficile. On le sait, ne pas être qualifié aujourd'hui, ne pas avoir fait d'études supérieures, vous met en grand danger dans un monde mondialisé, dans un monde de révolution technologique et aussi dans un monde Covid. On a bien vu qu'avec le Covid, c'était bien les plus fragiles, ceux qui ont les emplois les plus précaires, qui ont le plus subi. Donc, je pense pas que finalement que le Covid va créer une fracture intergénérationnelle. Je pense qu'elle va renforcer les divisions au sein des jeunes générations. Et donc, pour conclure, je dirais que finalement, du fait de cette fracture au sein des générations, la notion même, je dirais, de génération est de moins en moins pertinente. Merci Hippolyte. Donc, primauté de l'intragénérationnel sur l'intergénérationnel, finalement. Je continue. Donc, nous allons passer peut-être une problématique un peu différente avec Alain Denisot, puis je finirai. Donc, je passe la parole à Alain Denisot, donc, qui veut basculer sur des questions. C'était un des regrets d'Anne dans sa dernière slide, lié plus aux questions patrimoniales qu'aux questions de répartition des revenus. Alain, je te passe la parole. Merci Patrick. Je vais pas m'exprimer en scientifique de l'intergénérationnel. J'ai ni les compétences ni la prétention. Tout d'abord, vous remercier pour ces interventions que j'ai trouvées passionnantes. Je vais me permettre simplement, en tant que dirigeant, la Caisse Rhône-Alpes, c'est 3000 collaborateurs, donc on côtoie des générations qui vont de 22, 23 ans jusqu'à 63, 64 ans et 42 ans de moyenne d'âge. Moi, ce que je perçois en termes d'intergénérationnalité, c'est qu'en fait, on a une mixité, un mélange entre ce phénomène intergénérationnel et ce phénomène transgénérationnel, notamment de la crainte du déclassement. Et que finalement, il y a dans l'expression des plus jeunes aussi le reflet de l'expression de leurs aînés, de leurs parents ou grands-parents. Et tout ceci fait un ensemble qui se nourrit aussi d'éléments réels, l'accès au travail, l'accès à l'immobilier, au marché immobilier que j'évoquerai tout à l'heure, les sujets climatiques, la retraite. Mais on a en fait une inquiétude générale qui est plutôt le phénomène, je pense, du déclassement perçu par l'intergénérationnel, qui est aussi accentué par la segmentation des territoires. C'est je crois, un peu le phénomène gilet jaune. Pour revenir sur des sujets qui me sont plus proches et plus professionnels pour moi, on a regardé l'intergénérationnel dans le système bancaire, dans notre banque et puis également dans le groupe, avec deux prismes. Tout d'abord, le prisme de l'épargne et de sa transmission, et puis le prisme de l'accès au marché immobilier, et notamment au regard des dernières règles qui ont été posées par le Haut Conseil de la stabilité financière, présidé par M. Eloi Diallo, sur l'accès au marché immobilier pour les primo-excédents. Et c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, puisque à la fois assez clivant, mais en même temps assez structurant, d'une part pour les acquéreurs de logements, de maisons, mais aussi pour toute la filière du marché immobilier. Alors, je vais commencer par le patrimoine en vous donnant une photographie de la détention patrimoniale en France qui explique aussi potentiellement ces écarts intergénérationnels. Aujourd'hui, la détention patrimoniale des Français, c'est 60% détenue par les plus de 60 ans. Donc environ un quart de la population détient 60% du patrimoine. Et ce patrimoine est relativement immobilisé, donc finalement peu vecteur de transmission aux générations plus âgées pour deux raisons quant à sa composition. Premier élément majeur de composition, c'est l'immobilier. La détention d'un patrimoine immobilier, soit en termes de résidence principale, soit en termes d'investissement. Et de fait, la détention de la résidence principale répond à une préoccupation un peu transgénérationnelle qui est finalement une substitution d'absence de dépenses quand on arrive à la retraite. Donc ce patrimoine finalement qui est
principalement composé de résidences principales, est immobilisé et peu transmissible à la génération suivante. L'autre dimension, c'est le produit favori des Français en termes d'épargne financière, c'est l'assurance vie. L'assurance vie représente 15% du patrimoine de ces plus de 60 ans. Mais quand on regarde le patrimoine financier de ces plus de 60 ans, il représente plus de 70%. Et là, on arrive un peu à un phénomène paradoxal de la fiscalité, c'est que l'assurance vie est un produit fiscal attractif, à la fois dans l'accumulation des intérêts, mais c'est aussi un produit qui est fiscalement intéressant lors de la transmission, lors du décès en fait, du détenteur. Et de ce fait, on a dans un avantage fiscal lié à la transmission quelque chose qui va geler finalement le patrimoine, puisqu'en fait, les uns et les autres vont vouloir bénéficier de cet avantage fiscal jusqu'à leur décès. Ce qui, avec l'allongement de la durée de vie, pose le sujet de la transmission du patrimoine à la génération suivante, mais avec une durée de vie qui est au-delà de 80 ans, la génération suivante a souvent entre 50 et 60 ans quand l'événement parental se produit. Et donc la transmission et la capacité finalement, notamment d'investir dans une résidence principale, est très freinée par ces processus à la fois de concentration d'épargne sur l'assurance vie et finalement par un mécanisme fiscal qui se veut intéressant, vertueux dans la transmission du capital, mais qui gèle d'une certaine façon cette transmission du capital. Donc là, on voit qu'on a dans notre système au moins, par la détention de patrimoine immobilier et par cette prédominance dans le patrimoine financier de l'assurance vie, des éléments de frein à la transmission du patrimoine vers les générations les plus jeunes qui leur permettraient d'avoir des éléments de levier en termes de niveau de vie, et notamment en termes d'acquisition immobilière. Ce qui va me permettre de passer sur le second sujet, qui est celui de l'accès au marché immobilier, notamment des plus jeunes. Aujourd'hui, 70% des emprunteurs immobiliers au moment où ils font l'emprunt, ont entre 30 et 50 ans. Et une majorité entre 30 et 40 ans. Clairement, clairement, la baisse des taux d'intérêt et la hausse du marché immobilier se sont auto-nourris. C'est-à-dire que la hausse du marché immobilier a été permise par la baisse des taux d'intérêt qui a solvabilisé les ménages. Et en même temps, la baisse des taux d'intérêt a permis à des Français, à des primo-accédants notamment, d'acquérir des biens immobiliers qu'ils n'auraient pas pu acquérir vu les niveaux de prix atteints. Et donc, on est arrivé sur des phénomènes d'endettement de plus en plus importants en termes de quote-part de revenus et de plus en plus importants en termes de durée de crédit, avec des crédits immobiliers qui ont gagné 2 à 3 ans de durée en 2 à 3 ans quasiment, puisqu'aujourd'hui, on est sur des durées moyennes qui dépassent largement les 20 ans, parce qu'on est entre 22 et 23 ans. Étant entendu que dans la plupart des situations, ces crédits immobiliers, notamment de primo-accédants, sont des crédits que je vais qualifier à effet de levier. C'est-à-dire que nous voyons, en tant que professionnels de la banque, c'est que les crédits à 20 ans ou 25 ans ne vont jamais quasiment à 20 ans ou 25 ans. C'est-à-dire que par effet d'agrandissement de la famille, par effet d'élévation du niveau de vie, par effet aussi de choix d'un habitat différent, passer d'un logement, d'un appartement à une maison, les clients ont une mobilité résidentielle. Et donc, de ce fait, un crédit à 20 ou 25 ans, avec un temps d'endettement assez élevé pour un primo-accédant, qui va voir le plus souvent ses revenus augmenter avec sa vie professionnelle, n'est en fait qu'une forme de levier pour mettre le pied dans le marché de l'immobilier, avec un marché immobilier dont la tendance, au moins jusqu'à présent, a été haussière depuis une dizaine d'années. Et la difficulté aujourd'hui que nous rencontrons, qui est une difficulté à la fois intéressante, je pense, en termes d'économie, mais aussi en termes on va dire, éléments discriminants pour les primo-accédants, c'est que nous appliquons depuis le début de l'année 2020 une recommandation du Haut Conseil de la stabilité financière qui dit la chose suivante. Nous devons limiter à 15% de nos financements les clients qui s'endettent à plus de 33% de leurs revenus et ou qui vont emprunter à plus de 25 ans. Et de fait, alors que la pratique bancaire est quelque part entre 30 et 40% de la quote-part de financement destinée à ces clients, qui sont principalement des primo-accédants, pour partie des clients patrimoniaux qui s'endettent avec des garanties de nantissement de type assurance vie, mais pour grande partie des primo-accédants,
avons une sorte de paradoxe qui est que nous devons continuer, je pense, à accompagner ces primo-accédants dans ces opérations que je vais appeler à effet de levier dans l'acquisition d'un premier bien immobilier, un appartement, parce que l'évolution familiale, l'évolution des revenus fera que ce crédit n'ira pas à 20 ans ou 25 ans. Et d'autre part, cette réglementation qui nous oblige fortement à réduire notre capacité de proposition et de l'ensemble des banques de la place pour ce type de clientèle-là. Étant entendu que, bien évidemment, les répercussions ne se limitent pas aux clients concernés, mais vont progressivement, j'allais dire contaminer ou toucher l'ensemble de la filière de l'immobilier. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, et notamment par ces temps de crise sanitaire, c'est est-ce qu'il est nécessaire ou pas, y compris en voulant calmer les évolutions des prix du marché de l'immobilier, d'instaurer cette règle qui finalement risque d'une part d'être discriminante, et on le constate déjà pour les primo-accédants, et d'autre part de bloquer une filière qui aujourd'hui fonctionne encore à peu près dans le temps du Covid, mais qui va limiter de fait les actes d'acquisition immobilière et potentiellement dans une certaine durée. Voilà. C'est un peu ce sujet-là que nous vivons, et avec de fait cette épargne financière qui se concentre sur la génération du dessus, voire sur les grands-parents, et qui finalement apporte assez peu de fluidité dans sa transmission à cette génération qui vise à rentrer finalement dans la vie. Donc, pour nous, cet élément intergénérationnel est très important parce que finalement, il s'éloigne de la volonté que nous avons d'accompagner nos clients, notamment les jeunes clients, dans cette entrée dans une relation active avec la banque, si on se met d'un point de vue assez cynique, on va dire, de notre intérêt, mais aussi finalement dans le parcours résidentiel et de vie que vont avoir ces clients. Voilà. Donc on est dans ces sujets-là, un peu d'immobilisation de l'épargne et de plus grandes difficultés d'accession à la propriété qu'on peut rencontrer chez les primo-accédants. Et nous pensons que c'est un vrai frein, on va dire, de transmission intergénérationnelle dont nous sommes porteurs finalement. Voilà les quelques éléments, on va dire, plutôt métiers, plutôt patrimoniaux que je voulais évoquer. Voilà, après vos propos qui étaient bien plus qualifiés que les miens. Merci beaucoup, Alain. Donc, je vais juste finir en quelques minutes et puis je vous repasserai, pour finir cette session, la parole en essayant de synthétiser les questions que j'ai reçues de la part des auditeurs. Moi, je voulais dire un mot assez curieusement de la politique monétaire, puisque nous avons depuis plusieurs années, et de façon très violente avec la crise de la Covid, une politique monétaire qui est extrêmement expansionniste. Et quand on regarde la zone euro, entre 2020 et 2021, probablement l'offre de monnaie va doubler. Et je crois qu'on ne s'interroge pas assez sur les conséquences de cette politique monétaire sur l'équilibre économique. Alors, bien entendu, ce qu'on a fait était inexorable. On a dû mettre en place d'énormes déficits publics à cause de la crise et on a dû monétiser ces déficits publics pour qu'ils soient acceptables. C'est-à-dire que la Banque centrale a acheté les émissions des États et a créé de la monnaie en contrepartie. Qu'est-ce que ça va faire, cette augmentation colossale de la quantité de monnaie dans les 10 ans qui viennent ? Je crois qu'on n'est plus dans un monde où il y a une corrélation entre l'inflation et la quantité de monnaie. Et je crois qu'on est dans un monde où la monnaie étant un élément des patrimoines des individus, se déclenche ce qu'on appelle le mécanisme de rééquilibrage de portefeuille, qu'on appelle le portfolio rebalancing, où quand il y a trop de monnaie, à un certain moment, les épargnants et les investisseurs réinvestissent cette monnaie dans d'autres actifs. Et donc je crois que le scénario le plus probable pour les 10 prochaines années, c'est un scénario où, après cette crise, nous aurons une augmentation extrêmement rapide des prix des actifs, c'est-à-dire des cours boursiers, des prix de l'immobilier, de la valorisation des entreprises. Ça a commencé. Regardez ce qui s'est passé sur les actions, sur les annonces des vaccins contre la Covid. Regardez que les prix de l'immobilier, même au premier semestre de cette année, ont continué à augmenter. Regardez ce qui se passe sur les actions de la technologie aux États-Unis. Et je crois qu'on n'est qu'au début d'un processus extrêmement rapide d'augmentation des prix des actifs.
Et il faut comprendre qu'une augmentation des prix des actifs, ça crée un intergénérationnel massif, hein, puisque les jeunes achetaient des actifs pour préparer leur retraite, bêtement pour se loger, tandis que les vieux sont détenteurs d'actifs. Donc ma crainte, c'est que s'ajoute à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, et qui était centré sur la question des revenus, quelque chose qu'Alain Denisot évoque déjà, c'est-à-dire une augmentation très importante des inégalités patrimoniales intergénérationnelles. Hein, et que ceci va être sans doute perçu de façon assez négative et va créer une véritable difficulté. Et on sait d'ailleurs, hein, il me semble qu'il est relativement consensuel d'admettre l'idée que des politiques monétaires très expansionnistes, ça réduit les inégalités de revenus, hein, puisque ça soutient la demande et ça soutient l'emploi, mais ça accroît les inégalités patrimoniales. Mais compte tenu de la nature de la détention des patrimoines, l'ouverture des inégalités patrimoniales, elle est bien sûr entre les riches et les pauvres, hein, puisque les patrimoines sont détenus par les personnes de revenus plus élevés, mais elle est aussi intergénérationnelle, hein, entre ceux qui ont déjà acheté des patrimoines et ceux qui vont devoir en acheter. Et donc, je ne sais pas exactement ce qui se passe là, mais on voit qu'on crée une espèce de taxation bizarre des jeunes par l'augmentation des prix des actifs, qui se substitue à une taxation explicite, ce qu'on aurait pu avoir, hein, pour financer les déficits publics s'ils n'avaient pas été financés par la création monétaire. Donc, je crois que je voulais juste être rapide, hein, compte tenu du temps, et je crois que cette dimension d'inégalité patrimoniale au détriment des jeunes va être aussi importante que la dimension de revenus. Alors, je voulais revenir, peut-être pour vous redonner la parole à tous les quatre, avec deux questions qui sont une question personnelle et une question qui est un effort de synthèse des nombreuses questions des auditeurs que j'ai reçus. La question personnelle, si je synthétise bien, enfin j'exagère un peu, mais disons, peut-être en forçant le trait, vous avez tous plus ou moins passé le message. Je mets de côté Alain Denisot qui était plutôt dans mon camp en se posant la question du patrimoine et du fait que le patrimoine n'est pas redistribué rapidement aux plus jeunes. Hein. Mais Anne, Hippolyte et Didier, vous avez plutôt, je dirais, minimisé la question du risque de grande inégalité de revenus intergénérationnels. Nous, je suis plutôt sur la question des patrimoines. Alors, deux questions peut-être qui nous permettraient de reprendre la parole et de conclure sur ces réponses, donc pour tous les quatre. Un, même s'il y a ce que dit Hippolyte, c'est-à-dire que génération après génération, le pouvoir d'achat augmente, nous consacrons 14% du PIB aux retraites, et si le poids des retraites était plus faible, on pourrait cet argent à faire autre chose. C'est-à-dire que je vois bien qu'il n'y a pas eu d'appauvrissement des plus vieux au cours du temps, ou d'enrichissement. Enfin, il n'y a pas de problème de redistributif intergénérationnel grave, mais on consacre énormément d'argent public au versement des retraites. Et si on avait la charge de retraite des autres pays européens, c'est-à-dire 10% du PIB et pas 14%, on pourrait consacrer 4% du PIB à faire autre chose, à l'éducation, à la formation, au soutien des entreprises dans les nouvelles technologies, au RSA jeunes, enfin toutes les choses dont on débat aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'au-delà du constat sur les revenus, il ne faut pas simplement se poser la question du poids brut des retraites? Et alors, quand je lis les questions, alors vous n'avez pas été convaincant du tout, puisque l'essentiel des questions, des commentaires que je reçois disent qu'il y a de très fortes inégalités et que les baby-boomers et ceux qui ont vécu les 30 glorieuses ont eu une vie incroyablement plus belle et plus prospère que les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, on me demande que faut-il penser de propositions d'une très forte redistribution intergénérationnelle ou intragénérationnelle. Une question intéressante d'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas créer une redistribution forte intragénérationnelle entre les retraités, qui sort un peu, mais les autres contributions sont les gens qui croient qu'il y a un problème, qui disent qu'il y a un problème et que
les générations des années 50, par exemple, ont eu une vie incroyablement plus prospère que ceux des générations ultérieures. Donc, vous n'avez pas convaincu nos auditeurs. Voilà, je vous repasse la parole dans l'ordre de vos interventions. Est-ce que vous pouvez conclure et éventuellement répondre à ma question et éventuellement avancer une nouvelle idée? Anne, je commence par toi. Oui, alors sur la question du poids des retraites dans le PIB, qui serait globalement plus élevé en France que dans les autres pays. Alors c'est vrai au niveau européen, je crois que l'Italie est juste devant nous. En fait, d'abord, nous, ce qu'on montre au SGCOR, c'est qu'encore une fois, en vertu des règles d'indexation des pensions, le poids des retraites dans le PIB, alors hors Covid, là il va y avoir un bond instantané en 2020, mais hors Covid, il a plutôt tendance à se stabiliser, voire à décroître, et il décroît d'autant plus que la croissance future sera élevée. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, quand on fait des comparaisons France-Allemagne, après, si on neutralise, et c'est un travail qu'on est en train de faire et qui sera disponible à la fin du mois de décembre, si on neutralise les différences de démographie, d'une certaine manière, le poids des retraites dans le PIB en France, il n'est pas si éloigné que ça des autres pays. Parce que, par exemple, si on prend les Pays-Bas, alors on va dire, voilà, le poids des retraites publiques dans les Pays-Bas est faible, ce qui est objectivement vrai, parce que les Néerlandais ont des fonds de pension privés, mais c'est quand même des retraites obligatoires. Donc, est-ce que la question, c'est celle du financement en répartition et en capitalisation, ou la question, c'est quel niveau de retraite obligatoire, qu'elles soient en répartition ou en capitalisation, on choisit. Ça, c'est une question sociale. Moi, économiste, je ne vais pas la trancher. Ensuite, sur la question, on n'a pas convaincu les auditeurs sur ces questions des générations antérieures sont favorisées par rapport aux générations actuelles. Je crois que, enfin, sauf à nier les chiffres ils sont là. Quand on fait une comparaison entre deux dates, on voit le progrès. Entre une même génération, historiquement, à un endroit, à un point bas, et elle arrive à un point plus haut, on voit que les générations s'empilent. Après, il y a peut-être un effet de loupe sur lequel on se concentre parce qu'on voit les difficultés actuelles qui sont très exacerbées par la crise Covid, mais il y a aussi dans des transferts intrafamiliaux des choses qui rééquilibrent des transferts qui sont des transferts publics intermédiés par la protection sociale. Donc moi, franchement, les chiffres sont là, donc on peut nier les chiffres, je sais que c'est un problème en ce moment, mais en tout cas, ils sont là. Et effectivement, alors peut-être que il ne faut pas se méprendre, je ne suis pas du tout cynique en disant le niveau de vie moyen des retraités est élevé. Anne, nous t'avons perdu. Il y a des retraités qui sont pauvres. Il y a aussi, quand on parle de niveau moyen des retraités, il ne faut pas nier qu'il y a des retraités qui sont pauvres, et notamment il y a une pauvreté des femmes retraitées qui appartiennent encore à des générations qui n'ont pas eu des carrières complètes. Donc il y a effectivement beaucoup de choses à faire en intragénérationnel en termes de politique publique. Merci Anne. Didier? Oui, j'ai pu donner l'impression de relativiser un peu l'idée de conflit de génération. Je l'ai fait surtout par rapport à l'idée de lutte des classes. Et du coup, ça recoupe un peu d'ailleurs ce qui a été dit à ma suite sur le fait que les vrais sujets sont quand même plutôt intragénérationnels et risquent même de se creuser avec la crise. En même temps, par rapport à l'intergénérationnel, mon optimisme était quand même modulé. Il y a trois choses. Donc, une chose que je n'avais pas bien dite, mais il y a quand même là, on s'appuie surtout sur des constats en termes d'évolution de revenus monétaires, tout ça. Il y a toute la problématique de qu'est-ce que c'est que la mesure du bien-être une fois qu'on a pris en compte d'autres dimensions de l'existence. Donc, avoir des revenus plus faibles, mais dans des économies où l'emploi était garanti à vie, effectivement, comment est-ce qu'on pondère ça par rapport à avoir des revenus monétaires plus élevés, mais avec davantage d'instabilité.
Deuxièmement, il y a le fait que même du point de vue monétaire, un peu par rapport à ce qu'a dit Hippolyte, effectivement, alors derrière nous, il y a eu de la croissance très forte, donc les générations anciennes, c'est sûr qu'elles étaient moins avantagées que nous. Le problème, il est prospectif, c'est-à-dire que la croissance, elle ralentit quand même beaucoup et on commence à approcher de la ligne où ça devient de plus en plus difficile de garantir aux générations futures un niveau de vie supérieur au nôtre. D'autant qu'il y a le dernier élément donc, que je n'avais pas eu le temps de développer, mais il y a le coût des autres grands enjeux sociaux et climatiques. Alors, juste pour donner l'ordre de grandeur, puisque tu parlais de 4 points de PIB à dégager, c'est à peu près ce que justement on avait chiffré dans une publication récente à l'INSEE. Mais enfin, bon, c'est un chiffrage parmi d'autres qui peut y en avoir. Mais enfin, en gros, si on veut atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050 avec les technologies qu'on connaît actuellement, il faudrait que d'ici 2050, tous les ans, on consacre 4 points de PIB à ce genre d'effort. Alors, ce n'est pas 4 points de PIB en plus, parce qu'il y a déjà en gros 2 points de PIB qu'on consacre à la rénovation énergétique, mais ça fait quand même 2 points à trouver. Et dans une économie qui ne serait pas loin de la stagnation, c'est quand même un problème à gérer. Oui, c'est très, très bonne remarque. Oui. Hippolyte. Oui, donc merci pour ces questions. Juste pour revenir juste en propos liminaire sur ta proposition aussi, Patrick, sur l'idée que finalement peut-être que la politique monétaire c'est une taxation des jeunes. Je trouve ça hyper pertinent, hyper intéressant. Je dirais que c'est une taxation des jeunes. Pour aller dans ce sens un petit peu de l'intragénérationnel, je dirais que c'est une taxation des jeunes qui n'appartiennent pas à des familles où il y a du patrimoine. Parce qu'on parle toujours de ces primo-accédants, mais je dirais qu'il y a deux formes. Peut-être qu'Alain Denisot va réagir là-dessus. Il y a 2 formes de primo-accédants. Il y a ceux qui sont aidés par leurs parents et ceux qui ne le sont pas. Ouais. Et là, il y a ceux qui sont primo-accédants, mais qui sont aidés par leurs parents, de fait, arrivent avec du patrimoine, donc ne sont pas réellement des primo-accédants. Et je pense que là, il y a une division qui est très, très importante, en effet, qui se joue sur le logement, parce que le logement, c'est aussi l'accès à des services de proximité, des services publics de qualité, de la bonne éducation, etc. Donc, il y a énormément de dimensions. C'est un vrai souci de cette politique monétaire, mais c'est un vrai souci pour certaines catégories de la population. Et donc, c'est pour ça que je rejoins plutôt Didier sur la dimension, je dirais, plus simplement sociale, je veux dire, qui était très présente dans les conflits sociaux. Sur ta deuxième question, qui est-ce que si finalement on prenait de l'argent qu'on donne habituellement aux retraités, on pourrait en faire d'autres choses. Alors oui, on pourrait faire plus d'éducation, on pourrait améliorer peut-être le système de santé, on pourrait faire plus d'éducation, etc. Voilà, mais on l'a pas. On l'a pas, ces 4 points de PIB, on peut pas les retirer. Donc j'aime bien le procédé mental ou le procédé intellectuel, si tu veux, pour discuter. Mais néanmoins, c'est pas de l'argent qu'on a. Et je suis pas si sûr finalement que ce soit très utile. Je veux dire, le système de retraite, malgré tout, et le système social a éliminé quelque chose qui était perçu comme très insupportable pour les sociétés, qui était la grande pauvreté des vieux, des personnes âgées. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et puis même dans les années 60, ou dans ces fameuses Trente Glorieuses aussi merveilleuses, on a des proportions de personnes âgées qui sont pauvres, qu'on a quasi éliminées. Il y a encore des gens qui sont dans des situations très difficiles, mais relativement à ce qu'il y avait avant, on a quasiment éliminé. Je ne suis pas si sûr que faire le pendant entre cette situation et la situation des jeunes pauvres, ce soit quelque chose qui soit très, très positif. Oui, il faut mettre le paquet sur l'élimination de la pauvreté aussi chez les jeunes. Oui, il faut mettre le paquet sur l'éducation, donner aux moyens aux uns aux autres de s'en sortir. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut percevoir les choses, plutôt que dans une opposition qui n'est pas forcément constructive. Et dernier point, très vite, je sais qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, je pense que ce qui est très important aussi de voir, c'est qu'il y a des limites à la comparaison des générations. Chaque génération a des défis qui lui sont propres, et des défis qui lui sont propres à relever. Je veux dire, certes, les générations plus récentes sont très intéressées par les questions climatiques et c'est vrai que c'est un défi immense qu'elles doivent relever. Il ne faut pas nier le fait que les générations précédentes avaient aussi des défis et des difficultés et qu'elles les ont relevés. Merci Hippolyte, oui. Oui, je suis assez d'accord et que finalement, en regardant uniquement la question intergénérationnelle, on regarde qu'un tout petit bout de la grande liste des problèmes.
Alain, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes à se loger, à rentrer dans le monde de l'épargne? Alors, juste encore 2-3 chiffres. Hein. Ce qu'on constate, nous, sur ces sujets de taux d'endettement et de vrais primo-accédants, mais vous avez raison, hein, M. Dalbis, hein, quand il y a une transmission patrimoniale intergénérationnelle, on va dire, et que c'est possible, ce ne sont plus réellement de primo-accédants. C'est que le niveau, la quote-part de financement que nous faisons est quasiment proportionnel avec l'urbanisation. Donc, plus la part d'urbanisation est importante, plus le niveau de surfinancement, entre guillemets, est élevé. Et ça pose la question en miroir, si on veut diminuer cette part de surfinancement, c'est où ces populations, ces primo-accédants réels, hein, qui ont entre 30 et 40 ans, où vont-ils se loger? Et en fait, la réponse n'est certainement pas dans la contrainte posée sur les emprunteurs, mais plutôt dans les contraintes à poser sur le marché immobilier, où il y a une carence foncière qui est extrêmement forte en termes de France. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrive malgré tout à fluidifier la transmission de patrimoine financier, parce que aujourd'hui, le mécanisme d'assurance vie qui finance beaucoup le déficit public est aussi très immobilisant du fait de sa nature fiscale dans la transmission de patrimoine financier. Et puis, pour revenir sur le premier point que je développais, il faut être vigilant quand même pour ne pas priver une génération, notamment celle des 30-40 aujourd'hui, d'un accès à une constitution patrimoniale dont le premier pas est une constitution immobilière. Et ça, il faut être très vigilant là-dessus parce que ça serait vraiment extrêmement discriminant et je pense porteur de très grands risques, à la fois d'éloignement des centres urbains ou de crispation sociale. Merci beaucoup, Alain. Écoutez, il me reste à vous remercier tous. Je crois qu'on a une vision qui est beaucoup plus fine de la question que simplement la question de l'intergénérationnel. On voit qu'il faut faire attention aux chiffres, on voit qu'il faut regarder l'intragénérationnel. On a vu le rôle majeur de la qualification, par exemple, hein, dans l'évolution des niveaux de vie relatifs. Et on a vu aussi la question importante des questions patrimoniales, hein, des difficultés d'accéder à un patrimoine pour les plus jeunes. Donc, je crois qu'on a avancé dans notre compréhension de ce phénomène. Et je voulais tous vous remercier à nouveau pour votre participation ce matin. Merci beaucoup à tous. Patrick. Merci. Merci Patrick, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.